Bonjour, bienvenue dans Le Pont des Communs, une émission créée par des progressistes pour des gens qui veulent changer le monde, améliorer leur quotidien et celui de leurs voisins et voisines. Le principe est simple, 45 minutes de discussion à bâton rompu avec des invités en tout genre pour repenser, tourner sa ville et ses villages. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilité et de l'enseignement. Pour explorer ces deux sujets, on a le plaisir d'accueillir Jean-François Le Tulle, échevin de l'enseignement, de la mobilité, de la petite enfance et de la citoyenneté. C'est avec ta connaissance du terrain et ton expérience que tu vas pouvoir nous éclairer sur ces deux thématiques. Jean-François, bonjour. Bonjour, j'espère, et en tout cas je vais faire de mon mieux pour effectivement vous éclairer et vous partager dans la joie et la bonne humeur cette expérience de 6 années de législature. Bienvenue dans Le Pont des Communs, Jean-François. Merci. Ensuite, on accueille notre deuxième invité. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Élodie Moulin. Tu es institutrice en 6e primaire. Oui, c'est ça. Alors, c'est à Templeuve, c'est bien ça? Oui, à l'école Camille Despinois. Enchantée. Enchantée. Bonjour, bienvenue dans Le Pont des Communs. Merci de m'avoir invitée. Et on va passer à notre troisième invitée, Léonie Mariage. Bonjour. Bonjour, ravie d'être là. Alors, tu as fait bouger les choses dans ton quartier. Ouais. Tu as lancé le vélobus. C'est-à-dire que chaque matin, si je ne me trompe pas, chaque matin, il y a 10 élèves qui prennent le chemin de l'école. Tout à fait, oui. Entourés d'adultes. Entourés d'adultes. En fait, c'est un adulte pour 3 enfants. Ça, c'est ce qu'on nous a conseillé. Ouais. Et en fait, tu montres par ton initiative que les contributions locales sont précieuses et comptent. Tout à fait. Mais on s'est lancé là-dedans un peu par hasard. Au départ, ça ne devait durer qu'une semaine. C'était dans le cadre de la semaine de la mobilité. Donc, c'était en octobre 2022, je pense. Et on voyait souvent passer une institut devant l'école avec ses 2 enfants. Ils étaient tous les 3 à vélo. Et puis, on a commencé à discuter avec elle et on s'est dit, on devrait faire ça ensemble, pourquoi pas. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et à la fin de la semaine, on s'est dit, mais en fait, c'est facile, c'est gai, les enfants sont motivés pour partir à l'école. Et on s'est dit, on va continuer. Voilà. Et d'autres familles se sont jointes à nous. Pour finir, maintenant, on est à 6 familles. Donc, ça correspond à une dizaine d'enfants. Et ça fonctionne. Et franchement, c'est gai comme tout. Ça met vraiment une dynamique. On se rend compte que les enfants sont de plus en plus à l'aise en vélo aussi. Et voilà, c'est un projet qui continue. On espère que ça fera des émules. Ça crée un engouement, en tout cas. Oui. Alors, pour revenir à nos 2 thèmes, on va préciser un peu ce qu'on appelle par la mobilité. En gros, c'est tout ce qui rend nos déplacements plus faciles, que ce soit en vélo, en train, en voiture. J'espère que je ne les ai pas tous oubliés. Tant pis. On peut rajouter les trottinettes aussi. Les trottinettes qui sont pas mal là. Les piétons. Voilà, les piétons aussi. Et l'idée, c'est de rendre les trajets simples, sécurisés et efficaces pour tous. À tourner ces 6 dernières années, on a été marqué par une modernisation significative des réseaux de transport. Parmi les initiatives clés, il y a eu le développement de réseaux de pistes cyclables, notamment avec les Ravels. La sécurité aussi des piétons a été améliorée. Il y a eu aussi la création des parkings vélos sécurisés qui a été mis en place. La multiplication par 10 des voitures partagées et une amélioration significative pour l'accessibilité des moyens de transport en commun. Tout à fait. Alors, dans ce podcast, on va explorer comment la mobilité doit évoluer pour répondre aux défis de notre société moderne. On a un deuxième sujet qui est très important à tourner, c'est celui de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on englobe derrière le mot enseignement? C'est l'art d'inspirer, de guider aussi les générations futures à travers des méthodes pédagogiques adaptées et aussi avoir des bâtiments en règle. Parce que c'est très important d'avoir des outils et un cadre nécessaire pour leur réussite. Alors, à tourner, Jean-François, tu as investi fortement dans les écoles, avec notamment le soutien à l'innovation pédagogique, avec le prix Michel de Rache, oui, tout à fait. La création d'une bibliothèque aussi virtuelle. Oui. Tu peux nous en parler ? Oui, en fait, le prix Michel de Rache, c'était vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un prix qui permet de mettre en avant le métier d'enseignant.
il faut quand même reconnaître que quand vous parlez avec des politiques, tous les politiques de façon unanime vont vous dire l'enseignement c'est notre priorité, c'est la priorité numéro 1, c'est le socle de nos politiques. Ok, très bien. Prenons acte de cette affirmation. Seulement, dans les faits, je vais vous faire une petite confession. Dans les faits, aucune question m'a été posée sur l'enseignement durant le cadre de cette législature. Et donc là, quelque part, il y a un souci. Alors que, et Élodie est là pour me le confirmer, l'enseignement est un moment charnière, un moment clé de notre histoire. Il y a eu toute une série de réformes. Un enseignement pour un pacte d'excellence, les pôles territoriaux, toute une série de réformes et de missions qui bouleversent complètement nos écoles et pourtant, bien manifestement, les politiques ne se positionnent pas là-dessus. Et donc, quelque part, à travers le prix Michel Derache, je poursuivais aussi l'objectif de mettre en avant ce que j'appelle le plus beau métier du monde, le plus noble, le métier d'enseignant, le mettre en avant et de montrer ce que nos écoles font, le savoir-faire qui règne, qui existe dans nos écoles pour que ça puisse inspirer des gens. Et ce prix Michel Derache de l'innovation pédagogique, en fait, vient contrebalancer les olympiades d'orthographe. En fait, quand j'ai hérité de mes compétences enseignement, des olympiades d'orthographe, je me suis dit, ok, c'est une belle, un bon concours qui existe déjà depuis des années, mais il me manque quelque chose, c'est-à-dire que ça met en avant un savoir-faire individuel et il y a toute une série d'enfants qui n'auront jamais un jour la possibilité de gagner un prix. Et donc je me suis dit, mais comment faire en sorte que je puisse me sentir à l'aise avec ces olympiades d'orthographe, nouvelles compétences que j'hérite, et pouvoir apporter quelque chose en plus. Et donc c'est de là qu'est m'est venue l'idée de créer le prix de l'innovation pédagogique en plus des olympiades d'orthographe. Parce que là, on met en avant le métier d'enseignant et on met en avant le groupe classe. C'est toute la classe avec une enseignante qui remporte un prix. Et ensuite, par rapport justement aux défis aussi que tu as dû relever, il y a eu quand même une crise aussi sanitaire et il y a eu la pénurie d'enseignement. Et tu as su quand même stabiliser les équipes éducatives et développer l'école du dehors pour reconnecter les enfants à la nature aussi. Ouais, ça c'est quelque chose d'essentiel. Essayer de développer, d'abord apporter de la bonne gouvernance dans la manière de gérer l'enseignement. Je pense qu'il est indispensable que les règles soient claires et que quelque part les chemins d'enseignement puissent quand même imprimer une espèce de valeur exemplative. Et donc là-dedans, à partir du moment où la formule fonctionne, à partir du moment où nos équipes ont trouvé leur manière de fonctionner, mon objectif, ce n'est pas de suppléer au fonctionnement des équipes, mais c'est de renforcer leur autonomie et d'essayer de stabiliser les équipes. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a toute une série de choses qui font que parfois on doit fermer une école. On sait très bien que à Tournai, on a hérité d'un réseau scolaire extrêmement dense, qui est en lien avec la fusion des communes, et on a trop d'écoles. Et donc il y a une courbe démographique qui est descendante. Et donc malheureusement, en devant fermer les écoles, qu'il s'agisse des écoles tournaisiennes, du libre ou du communal ou dans d'autres entités, eh bien, ça crée un jeu de chaises musicales. Et donc, essayer de stabiliser les équipes, évidemment, c'est quelque chose d'indispensable. Et justement, toi, tu es sur le terrain. Oui. Donc, Élodie, dis-moi en fait ton constat aujourd'hui, puisque toi, tu es directement là-dedans. Donc, j'aimerais bien avoir ton ressenti par rapport à ça. Je trouve que c'est de plus en plus difficile d'exercer ce métier correctement. Il y a d'abord ici, c'est tout nouveau pour nous, le nouveau programme et les nouveaux référentiels. Faut se l'apprivoiser, c'est toutes les matières en même temps, c'est toutes les années. Il n'y a plus que la 6e année qui n'est pas encore dedans finalement. La taille des classes, dans certaines écoles, la taille des classes est problématique. On se retrouve parfois avec des gros groupes classes et avoir un enseignement de qualité avec beaucoup d'élèves dans une classe, c'est pas évident. Et puis aussi toutes les difficultés d'apprentissage des élèves, en fait. Il y en a de plus en plus et on doit forcément pallier à toutes ces difficultés qui sont différentes d'un enfant à un autre, en fait. Donc, au plus les classes sont grosses, sont nombreuses, et au plus c'est difficile de pouvoir aider ces enfants qui en ont besoin. Donc, d'accompagner, vous sentez que... Enfin, ouais. Tu sens, pardon, que c'est très dur au niveau du terrain de vraiment accompagner chaque enfant, puisqu'au final, il y a trop d'enfants. Oui. Et donc, vous faites ce que vous pouvez, en fait. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a des années, chaque année a son lot de surprises. Il y a des années où on se retrouve avec des plus grosses classes, des années où on se retrouve avec une classe de taille tout à fait correcte. Et on doit faire avec, en fait.
Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et est-ce que tu as cette impression, alors tu vas me le dire, mais est-ce que justement par rapport au fait, est-ce que tu as l'impression d'être désarmé par rapport au fait que tu n'es pas aidé en fait? Tu te sens un peu seul? Il y a certaines années, oui, je me suis sentie très seule. Parce que j'avais des grosses classes, j'avais énormément d'enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage, des troubles. Les troubles 10, on ne les compte plus tellement il y en a. Des troubles de l'attention. Et oui, quand les enfants sont nombreux, on se demande comment on peut faire pour pouvoir les aider chacun, en fait. Et vous n'avez pas d'aide de personnes qui aident? Il y en a, mais le souci, c'est que la semaine va du lundi au vendredi. Une journée d'école, c'est de 9h chez nous, jusqu'à 16h. Et donc, il y a des aides, mais pas tout le temps. Donc, il faut parfois faire le choix de sacrifier, entre guillemets, certaines matières. Parce que voilà, les moments où ils se retrouvent à beaucoup, dans une classe, on doit choisir la matière qu'on va donner où ils seront beaucoup, où il y aura moins de préjudice. Par exemple, savoir écrire, je ne les donne jamais quand j'ai une classe nombreuse regroupée. J'essaie d'avoir l'heure où j'ai mon aide, justement, pour pouvoir séparer le groupe à ce moment-là, en fait. Comme ça, on peut plus s'occuper d'eux de façon individuelle, passer chez chaque enfant pour pouvoir apporter une aide au niveau de la structure de la phrase, remettre de la ponctuation, et ça prend du temps. Donc, au plus ils sont nombreux, au plus c'est compliqué. Et est-ce que, par rapport à ce qu'on vous demande, à ce qu'on te demande sur le terrain, est-ce que tu as l'impression de... Attends, je vais essayer de trouver ma phrase, mais en gros... Est-ce que, en tant qu'institutrice, tu as toujours l'impression qu'on te demande toujours plus? C'est-à-dire, par rapport à tous les enfants que tu as, avec forcément des personnalités différentes, et puis des enfants aussi avec des niveaux différents, qu'on met un peu la responsabilité sur l'institutrice en se disant... elle a tout, on lui a tout donné, et puis elle se débrouille. Oui, ça, j'ai cette impression. Mais c'est même pas au niveau local ou au niveau de la direction, pas du tout. Je pense que c'est plutôt plus haut, au niveau politique, où ils mettent des choses en place, et ils ont l'impression de nous avoir donné tous les outils et toutes les clés, et maintenant, débrouillez-vous. Alors que sur le terrain, quand on y est vraiment, la réalité, elle est tout autre. Et toi, Léonie, tu es maman de 2 enfants. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement, toi, par rapport à ton regard de mère? Moi, je suis émerveillée quand je vois les efforts fournis par les institutrices et les instituteurs, je veux dire. C'est un travail épuisant, je pense, parce qu'effectivement, les parents sont en attente par rapport aux écoles. Et beaucoup de parents sont démissionnaires, je trouve, au niveau éducatif. Et l'école doit pallier à beaucoup de choses. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal, évidemment. Et donc, on en demande de plus en plus aux instituts. Et on demande aussi beaucoup de créativité. Il faut être très disponible pour les fêtes d'école, pour n'importe quoi, en fait. On n'arrête pas d'en demander de plus en plus aux institutrices et aux instituteurs. Donc oui, je pense que... Quand on entend tous ces instituts qui, à un moment donné, se laissent tomber ou quittent le métier, moi, je comprends tout à fait et c'est vraiment dommage. Là, c'est un véritable problème. Ouais. C'est un véritable problème parce qu'on en revient à cette pénurie et c'est vraiment quelque chose que je reproche quelque part aux différentes réformes successives. C'est bien de réformer, c'est bien d'avoir des objectifs, des ambitions pour notre enseignement, mais il faut commencer par la base. La base, c'est quoi? Ce sont des enseignants en nombre en classe. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a 25% d'inscriptions en moins dans les hautes écoles. On a déjà une pénurie extrêmement grave. Ça veut dire que moi, ici, d'ici 2-3 semaines, en tant que pouvoir organisateur, je n'aurai plus d'instituteurs, institutrices primaires pour éventuellement pallier à une absence. Je vais devoir utiliser mes réserves d'instituteurs maternels. Au bout de 4-5 semaines, fin octobre, je n'aurai plus d'instituteurs, d'institutrices maternelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des groupes classes. Élodie en a parlé déjà, relativement nombreux, mais que se passe-t-il quand une de tes collègues est absente? Eh bien, on va dispatcher toute une série d'enfants dans les autres classes. Dans les autres classes. Et donc, à un moment donné,
avoir des ambitions, avoir des objectifs à atteindre, c'est bien, mais il nous faut l'essentiel, c'est-à-dire des ressources humaines, des enseignants motivés. Et donc, si on ne s'attaque pas à cette idée de pénurie, enfin, à ce principe de pénurie, on va dans le mur. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Je suis désolé, je fais un peu de politique, mais quand j'entends que dans la déclaration gouvernementale, on souhaite mettre fin aux nominations dans l'enseignement, on souhaite faire travailler plus longtemps, alors que, enfin, je suis désolé, dire publiquement on va faire travailler plus longtemps les instituteurs, c'est juste injurieux. C'est juste considérer que dans les écoles, on travaille finalement relativement peu et ils pourraient finalement faire bien plus. C'est injurieux. Tenir ce genre de propos, qu'on a déjà une pénurie extrêmement grave, qu'on a déjà 25% d'inscriptions en moins dans les hautes écoles, quand on sait déjà qu'on a fait passer de 3 ans en 4 ans sans revalorisation barémique les études, il ne faut pas s'étonner qu'en fait, on est en train d'aggraver la pénurie alors que des profs en classe, c'est la base de tout. Donc la politique vit vraiment dans un autre monde que la réalité du terrain. Mais je pense effectivement. Et justement, par rapport, on a parlé de l'enseignement, par rapport à la mobilité, est-ce que tu vois que c'est un peu la même chose dans le sens où on voit beaucoup de politiques qui nous parlent justement d'enseignement et qui savent tout sur tout. Et nous, justement, en tant que maman, moi aussi je suis maman, et c'est vrai que nous, on entend, parce que ce que tu dis, Élodie, je l'ai déjà entendu, oui. Donc c'est même pas surprenant. Et vraiment, on a vraiment l'impression que c'est un écart. Et c'est pour ça toi qui es échevin, ouais. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à la mobilité, est-ce que c'est le même cas ? Alors, la mobilité, si on regarde les aspects politiques, ce qui est très, très paradoxal, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pour l'enseignement, tous les politiques disent c'est essentiel. Or, finalement, on m'a jamais interpellé durant ces 6 ans de législature sur l'enseignement. Tandis que la mobilité, je suis probablement la personne qui intervient le plus souvent au conseil communal, derrière le bourgmestre, parce que tous les politiques utilisent la mobilité, le stationnement, pour, j'ai envie de dire, faire un peu mousser une majorité. Pour faire un peu de la politique low cost, on sait que c'est porteur, on regarde où les gens, comment les gens réagissent par rapport à tel ou tel projet, et on amplifie d'éventuelles râleries, j'ai envie de dire, pour exister politiquement. Alors, c'est un peu paradoxal. Maintenant, la mobilité, c'est encore quelque chose de complètement différent. La mobilité, c'est bien plus que se dire « Ok, je vais réfléchir à un déplacement d'un point A à un point B et je vais faciliter les déplacements ». La mobilité, c'est aussi agir sur la sécurisation, c'est aussi agir sur le cadre de vie, c'est aussi agir, avec une mobilité réfléchie évidemment, sur la cohésion sociale. Ça touche énormément d'aspects extrêmement importants qui contribuent à transformer notre ville de façon durable. Et quand on parle de mobilité, on oublie une chose, et ça c'est quelque chose sur lequel je me bats, c'est que les gens aiment bien, certaines personnes, certains politiques surtout, aiment bien monter les uns contre les autres, monter des automobilistes contre des cyclistes, monter des cyclistes contre les piétons, ça divise, c'est mieux. Ça divise, oui. Parce que justement, c'est ça qui fait monter pour un rien en fait. Oui, mais j'ai quand même envie de le rappeler à toutes ces personnes-là, tous ces politiques-là qui aiment bien utiliser, c'est qu'ils en oublient une chose, c'est que ce qui nous rassemble toutes et tous, c'est quand même qu'on est quand même tous piétons. Enfin, je veux dire, je suis plus souvent piéton qu'automobiliste sur une journée de 24 heures. Et donc, finalement, il devrait presque avoir une unanimité pour se dire des politiques de mobilité qui partent de la personne piétonne, c'est quand même la base dans la transformation d'une ville. Tout à fait. Et par rapport justement à la mobilité, quelles sont pour vous trois les actions qu'on peut proposer pour... Enfin, on a déjà proposé des actions pour apaiser... tu as déjà proposé des actions pour apaiser la circulation et sécuriser les déplacements. Mais parmi d'autres solutions, quelles sont pour vous celles qui seraient prioritaires pour garantir une mobilité plus douce et inclusive à Tournai et ces villages? Moi, pour l'avoir vécu ici en vacances, je ne sais pas si ça peut se faire à Tournai ou si ça se fera. On s'est garé dans un parking qui était à l'extérieur de la ville, qui ne coûtait en fait quasi rien. Et juste à l'entrée du parking, il y a un arrêt de bus qui conduit en fait les gens, mais très régulièrement. C'est pas un bus par heure, qui conduit les gens qui ont emprunté le parking dans la ville. Et j'ai trouvé ça super parce qu'on ne devait même pas payer le bus, ça nous a juste coûté le prix du parking. Et au niveau mobilité, c'était vraiment super parce qu'au cœur de la ville même, il n'y avait pas de voiture.
Et quelle est cette sensation, justement, de ne pas avoir de voiture autour de soi? Un sentiment de sécurité et de légèreté. Parce qu'on pouvait se déplacer sans devoir dire aux enfants fais attention, il y a une voiture qui arrive, ou marche pas au milieu de la rue, ou c'était vraiment super agréable, reposant. Et, comme à Gand, je pense que c'est comme ça. Ouais, moi c'était à Saint-Malo. Ouais. Et franchement, je connaissais pas en fait. On a atterri sur ce parking vraiment par hasard, et puis on se dit mon Dieu, ça a l'air loin, et puis on a vu qu'il y avait l'arrêt de bus. C'était surprenant au fur et à mesure. Et puis on s'est rendu compte qu'on ne devait pas payer. On a juste montré le ticket de parking, et puis on est monté à 4 dans le bus, et du coup on est retourné une deuxième fois parce qu'on a tellement trouvé ça chouette que. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. On est retourné une deuxième fois. Ouais. Donc ça veut dire que de par ton expérience, tu prouves que apaiser un cœur de ville avec évidemment des infrastructures et avec des outils efficaces, ça contribue à soutenir le commerce, à soutenir l'attractivité d'une ville. Tu es retourné 2 fois parce que tu as trouvé ce mode de déplacement extrêmement intéressant. C'est quelque chose d'essentiel à ce on n'avait en train de se dire. On n'avais pas eu le temps de tout faire, et du coup, c'était tellement simple et pratique. On se dit, on y retourne une deuxième fois sans problème, quoi. C'est vrai que tu parles de Gand. Je vais rebondir sur ça aussi. C'est parce que aussi, j'avais entendu aussi que la ville de Gand, elle avait été nommée comme ville qui laissait un peu plus la place à l'enfant, en fait. Et c'est vraiment ça, je pense, c'est que l'arrivée de la voiture, moi c'est vraiment cette impression que j'ai, c'est que l'arrivée de la voiture a aussi transformé les villes. Et c'est vrai qu'on n'est plus dans un village ou dans une ville où on peut sortir calmement avec nos enfants et tout ça. Dès qu'on sort de chez nous, on se sent vraiment plus en sécurité. Et en fait, c'est nos enfants, en somme, ils sont eux, ils découvrent en fait les choses. Oui. Et la première chose qu'on dit à un enfant dès qu'il sort dans la rue, c'est attention à ci, attention à là, fais attention. Ouais. Et ça, en fait, ça montre bien que la ville n'a pas du tout été construite pour en fait une vie de famille, une vie paisible, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et c'est vraiment ça, je pense, qui est important aussi de retrouver, c'est que dès qu'on sort de chez soi, c'est de retrouver justement ce côté un peu plus paisible au niveau de la sécurité, en fait, pour dire que tout soit plus, amener à ce que tout soit plus naturel, en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on prend un vélo, ça doit être logique. Et cette logique, je pense qu'on pourrait que l'avoir par les citoyens, en fait. Des gens qui sont sur le terrain comme toi. Léonie, qu'est-ce que tu en penses par rapport à... Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, la bagnole a pris tellement de place que ça a modifié nos comportements et qu'on ne va plus spontanément se promener. On se met des limites, on se met des barrières. Et du coup, on va moins vers les gens aussi. Ça limite les contacts. Mais je ne sais pas si vous avez lu le livre de Rob Hopkins sur les villes en transition. Mais certaines villes en Angleterre... impose des jours sans voiture, donc les routes sont fermées et les gens se réapproprient l'espace. Et on se rend compte que les enfants jouent dans la rue, les parents prennent l'apéro avec les voisins, etc. Et ça crée du lien. Et après ça, les gens développent plus de projets parce qu'en discutant entre eux, ils se rendent compte qu'ils peuvent mettre au point ça, développer telle chose, ça. Et les quartiers s'embellissent, les initiatives se développent beaucoup plus dans ce genre de ville parce qu'on recrée du lien. Oui, parce qu'avec le dialogue... Et tout ça parce qu'on a stoppé la voiture pendant quelques heures tous les mois, par exemple. Donc ça a un impact énorme. La voiture a pris tellement de place que ça a modifié même nos liens avec les autres. Et même plus, en fait, on a construit nos villes en fonction de la voiture. Nos villes sont le reflet d'une politique aux alentours des années 70, où finalement, on laissait dans l'espace public 10% d'espace pour les piétons, et le reste était dédié à la voiture. Seulement, évidemment, dans les années 70, il y avait plus ou moins, en Belgique, un peu moins de 2 millions de voitures. Aujourd'hui, on est à 7 millions de voitures. Et nos villes ne sont par définition pas extensibles. On ne sait pas pousser des murs. Et donc, aujourd'hui, c'est juste du bon sens que de réfléchir à la mobilité en termes d'alternatives, en termes de politique qui vise à apaiser le centre-ville. Moi, quand j'entends
des déclarations politiques, on est en pleine campagne communale, qui disent « Ok, pour le commerce, on va faire revenir la voiture dans le centre-ville, on va réouvrir les piétonniers, les voitures vont réintégrer, vont rouler dans les piétonniers, dans des infrastructures qui sont absolument pas prévues pour ça. » Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que les politiques, certains politiques, sont conscients de ce qu'ils sont en train de dire? C'est vraiment une aberration. Un peu partout, dans toutes les villes réfléchies, sensées qui se développent. Tu parlais de la France, de Saint-Malo. Je pourrais citer Bordeaux, qui n'est pas nécessairement une ville écologiste. C'est quand même la ville de Juppé, qui a pourtant connu une transition extrêmement intéressante en matière de mobilité. Toute une série de villes nordiques. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est d'apaiser le cœur de ville. C'est de créer des poches de stationnement en dehors du centre-ville. C'est d'avoir des navettes à haute fréquence. C'est d'avoir des infrastructures qui permettent d'aller vers le centre-ville en toute sécurité. Et tout cela, tu l'as dit Léonie, ça recrée du lien, ça recrée la cohésion sociale, ça améliore la santé aussi des gens, ça fluidifie le trafic. Moi je dis souvent en rigolant, vous savez, moi je suis le meilleur allié des automobilistes, parce que au plus j'arrive à convaincre des personnes de délaisser la voiture, au plus finalement je facilite la vie de ceux qui ne veulent pas faire ce choix. Ok, c'est un clin d'œil, mais il n'y a pas d'autre possibilité que pour améliorer la fluidité dans nos centres-villes que de créer des politiques alternatives à la bagnole. Donc là, c'est pour la question de mobilité. On a quand même pas mal parlé de la mobilité, donc on va revenir un peu sur le côté enseignement. Juste par rapport, quelles sont pour vous les meilleures mesures à prendre assez vite et puis les mesures qui sont prometteuses pour justement les années à venir, apprendre assez vite. Toi, tu es sur le terrain. Qu'est-ce que tu te dis que ça, il faut vraiment le mettre en place? Je pense que une des premières priorités, ce serait de réduire la taille des classes. Ça, mais voilà, je ne pense pas que ça se décide au niveau local, c'est plus au niveau national. Mais je pense, ils en parlent, avec le pacte d'excellence, ils parlent de réduire la taille des classes, mais à mon avis, les chiffres ne sont pas suffisamment baissés pour que ce soit vraiment significatif au niveau du terrain. Et je pense que ce qui serait pas mal, c'est peut-être d'embaucher des éducateurs dans chaque école, même s'il y a des petites écoles, parce qu'on a toujours besoin d'une aide logistique. Même voilà, quand il y a un enseignant d'absent qui n'est pas remplacé, il est remplacé au bout de 6 jours ouvrables. On a parfois juste une petite gastro et on a besoin juste de 3 jours pour se retaper. Mais en attendant, les enfants sont à l'école. Et donc, comme disait Monsieur Le Tulle, ils sont répartis dans les classes. Alors, c'est désavantageux non seulement pour l'enseignant qui se retrouve avec non seulement son groupe classe, mais en plus des élèves d'une autre classe, et les enfants qui du coup ne peuvent pas bénéficier même d'une journée d'enseignement enrichissante, parce que quand on se retrouve comme ça et avec des enfants d'une autre classe, faut bien combler, faut bien meubler, et c'est pas évident. Ce serait pas mal d'avoir une aide constante, en fait. Oui. Vraiment, peut-être qui peut vous aider dans même les supports, les choses comme ça, pour vous laisser même quand un on peu part, j'ai parfois eu des classes de plus de 30. Quand je dois partir au musée, quand je suis sur le trottoir où le bus me dépose et que je dois aller mais moi, je suis devant mon rang, mais à la fin... Il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Donc, je veux dire, un éducateur qui pourrait se partager, même qui serait embauché dans une école et qui se partagerait justement comme ça entre les différentes classes pour les différentes activités, ou je pense à l'école du dehors, quand mes collègues partent en forêt et que on fait du feu de bois, les pique-niques, etc. C'est bien d'avoir, ce serait bien d'avoir un éducateur qui pourrait apporter une aide supplémentaire dans ce cadre-là. D'ailleurs, tu me parles de l'école du dehors. Comment ça se passe alors concrètement ? Moi, je suis chez les grands, donc c'est l'année du CEB, etc. Je suis pas vraiment trop dans l'école du dehors. J'ai d'autres projets, mais mes collègues, dans les années inférieures, vont à l'école du dehors. Donc, je sais que quand c'est la journée de l'école du dehors, c'est tout un programme, puisqu'il faut partir avec le matériel, les habits. Les enfants reviennent souvent sales, donc il faut penser aux habits de rechange, le matériel sur place, puisque souvent on fait du feu. Donc, Et les enfants sont plutôt excités ou comment ils adorent. Ah oui, ils adorent. Ah oui, ils adorent. Quand c'est parfois arrivé, qu'on doit annuler à cause du temps, parce que vraiment, on prévoit la journée de l'école du dehors, et puis vraiment, le temps est épouvantable, donc on va pas non plus les laisser toute la journée sous la pluie, ou bien, c'est déjà parfois aussi arrivé que le bus soit annulé, c'est la déception, hein, c'est vraiment, pour eux, c'est... Voilà, l'enseignant comble et va trouver de quoi faire pendant la journée, mais pour les enfants, c'est terrible.
Donc l'enseignante est toujours là pour rebondir. Ah oui, elle rebondit, elle doit rebondir face à chaque situation parce que c'est parfois très déstabilisant les imprévus de dernière minute. C'est presque un sport, j'ai l'impression, chez vous. Un sport mental. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dit un sport. Et par rapport... Justement, on continue avec l'enseignement. Juste quelques principes qui pourraient permettre d'aboutir justement à tourner. Qu'est-ce qui manquerait encore par rapport à... Ben, je suis assez d'accord, même complètement d'accord avec ce que vient de dire Élodie. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont des enseignants en classe. Alors, le problème, c'est qu'au niveau communal, quand tu parles de la taille classe, Élodie, je te rejoins complètement, mais on ne sait pas faire tous les efforts au niveau communal. Les enseignants sont payés par la communauté française, au prorata d'un certain nombre d'enfants. Il faudrait qu'on puisse avoir plus d'enseignants. Bon, évidemment, on est en période de pénurie, mais j'ai très bien compris ça. Vous savez, sur cette législature, au niveau communal, on a quand même fait un effort extraordinaire, c'est qu'on a engagé l'équivalent de 6 éducateurs, 6 temps plein sur le budget communal, pour les mettre à disposition de nos écoles. Alors évidemment, 6 éducateurs, c'est pas suffisant. On a 22 implantations fondamentales. L'effort est nouveau, mais l'effort est un peu dispersé. Donc je crois qu'il faut vraiment continuer à investir dans l'éducatif, dans des moyens humains, dans l'engagement d'éducateurs, et aussi être très proactif pour aller chercher différents types d'aides. Ici, nous venons d'engager des assistantes primaires, des assistantes maternelles, des péricultrices supplémentaires. Donc au niveau de notre pouvoir organisateur, on essaye d'être le plus efficace possible, le plus réactif possible, quand il y a moyen d'aller chercher du personnel en plus. Il y a aussi autre chose à faire. Au niveau communal, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et important à faire, c'est qu'aujourd'hui, notre pouvoir organisateur est géré, le service enseignement est géré par un service très efficace, compétent, mais qui est un service uniquement de ressources humaines. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe dans le libre, quand il y a quelqu'un d'absent, c'est notre service qui prend le relais, le service enseignement, qui va trouver un enseignant, qui compose les horaires, qui va engager quelqu'un, etc., etc. Mais aujourd'hui, par rapport aux enjeux que nous devons relever, il faut aussi doter notre service enseignement d'une personne, d'un responsable de service qui a vraiment une vision pédagogique, qui a vraiment un diplôme, une analyse, une pertinence pédagogique. Et donc, je voudrais créer le poste de coordinateur, de responsable pédagogique. Notre service enseignement fonctionne très bien, c'est un service RH très bien, mais il faut aussi pouvoir accompagner les équipes dans tous les défis qu'elles doivent relever, qu'il s'agisse des plans de pilotage, de tout ce qui est contractualisation, etc., etc. Je vais vous donner un seul exemple, et puis après je m'arrête. Un politique n'est pas censé être compétent de quoi que ce soit. Vous avez une échevine ou un échevin des travaux, par rapport à des compétences liées à ces matières, il va pouvoir trouver un ingénieur, il va pouvoir trouver un responsable de voirie, qui va lui dire voilà les enjeux, voilà ce qui se passe. Moi, en tant qu'échevin de l'enseignement, je n'ai personne pour m'expliquer ce qu'est un contrat d'apprentissage, pour m'expliquer ce que sont les pôles territoriaux, pour m'aiguiller, pour dire attention là, telle direction par rapport aux contractualisations, au plan de pilotage, tout ce qu'elle a mis en place, lutter contre le redoublement, ce qu'elle met en place, ça tient pas vraiment la route, il faudrait peut-être mieux l'encadrer. Je n'ai personne. Et donc aujourd'hui, on doit avoir cette expertise-là au départ du service enseignement, quelqu'un qui a une vision, une compétence pédagogique et qui puisse venir en aide aux équipes, aux directions, pour les accompagner aussi dans les défis qu'ils doivent relever en termes d'apprentissage. C'est aussi un bon rôle pour lui d'être en fait entre ceux qui sont sur le terrain et les politiciens en fait. Exactement. Ben oui, au conseil communal, on pourrait très bien me demander d'expliquer. Alors, je suis enseignant dans le supérieur, j'ai quand même un petit peu cette fibre-là, même si effectivement c'est une autre réalité au niveau fondamental, ce sont d'autres décrets, mais on doit pouvoir avoir quelqu'un au niveau du service enseignement de la ville de Tournai qui puisse maîtriser les outils pédagogiques et ces sujets. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc ça, c'est un objectif très clair pour moi pour la prochaine législature. Et ça vous ferait plaisir, ça ? Bien sûr. On prend. Et alors, on va reprendre un peu la mobilité. Toi, tu as fait partie d'une expérience assez enrichissante qui était le vélobus. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail de justement ce que tu as ressenti après cette expérience ? Est-ce que tu as vu peut-être une évolution ou voilà ? Alors, les automobilistes ont la banane quand ils nous voient passer. Évidemment, voir tous des petits bouts, il faut imaginer que le plus petit, il a 6 ans. Donc, il est sur son petit vélo minuscule.
Et on est quand même entre 10 et 15. Donc ça fait un beau groupe à vélo. C'est impressionnant de voir arriver un groupe comme ça, tous en gilets fluo, casque et tout le bazar. Donc, les gens, du coup, sont respectueux. Les automobilistes font attention. Les gens ralentissent. Après, on a quand même suivi une formation chez ProVélo. On leur a demandé. Et on a appris, par exemple, à communiquer avec les automobilistes. Donc, à échanger des regards, faire des gestes, montrer qu'on a compris, que eux nous ont vus, qu'on les a vus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas seul. Et donc, je pense que les formations vélo, c'est hyper important dans les écoles. Donc, on fait passer des comment est-ce qu'on appelle ça ? Brevets vélo. Des brevets vélo. Oui. Et les enfants apprennent à placer le bras, etc., à regarder tout ce qui se passe autour d'eux. Et là encore, les parents sont des missionnaires de ce côté-là. Donc, on demande, une fois de plus, on demande à l'école de pallier à ça, ce qui n'est pas normal. Mais bon, soit, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Et par rapport à justement par rapport justement à ton initiative, est-ce que ça a été simple de le mettre en place ? Oui. Moi, je trouve que ça a été relativement simple. Une fois que vous avez eu l'idée entre parents, ça a été assez vite. Oui, en fait, on s'est réunis, on a établi un planning entre parents. Parce qu'en fait, c'est ça, la difficulté, c'est ça. C'est de toujours trouver 2 ou 3 adultes dispo pour conduire les enfants et puis aller les rechercher le soir. Et donc, ça dépend des horaires de travail de chacun. Donc, il faut établir un planning très précis. Ensuite, on a un groupe sur WhatsApp. Parce qu'évidemment, quand la météo est vraiment trop mauvaise, quand il y a grand vent ou qu'il gèle, là, on n'emmène pas les enfants à vélo. Et donc, on met en place un covoiturage. Et donc, le matin, on échange quelques messages. Et puis, ça se passe très bien. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, en vélo... Il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Il faut bien s'habiller, voilà, et avoir des vêtements de pluie corrects, et ça passe. Les enfants s'habituent assez vite. Oui. C'est vrai que moi aussi, j'ai les miens aussi. Maintenant, ils veulent plus la voiture. J'ai du mal à aller. C'est l'inverse. Je les ai habitués au vélo et maintenant, ils détestent les bouchons. Donc, c'est vraiment l'inverse. Et ils me regardent et puis ils me disent pourquoi on a pris la voiture. Donc, oui, non. En fait, c'est vrai qu'on voit que très tôt, si on change les habitudes, les enfants sont preneurs. En fait, ils sont vraiment. Ils sont ouverts. Voilà, en fait, ils sont ouverts à tout et justement, ils aiment bien parce que en fait, la voiture, on est un peu enfermé et justement, à cet âge-là, ils adorent, ils sont curieux, donc ils voient, ils disent bonjour, ils s'entraînent à dire bonjour et puis il y a des gens qui répondent et voilà. Et donc, c'est comme tu disais, c'est un peu le lien social, c'est comme ça que ça commence. Et voilà, c'est vrai que ça serait bien de retrouver un peu plus ça en ville et on va le retrouver. Oui, c'est un objectif. C'est un objectif. En étant échevin de la mobilité, Jean-François, tu as sûrement eu des moments mémorables sur le terrain. Peux-tu nous parler d'un fait personnel que tu as rencontré ? Alors, en tant que échevin de la mobilité ou de l'enseignement, ou alors j'ai le droit de choisir ? Tu as le droit de choisir. Ah écoute, je vais te choisir l'enseignement. Okay. Choisir l'enseignement parce que, alors quelque chose de mémorable, c'est pas spécialement réjouissant, mais la nature humaine est ainsi faite qu'on oublie très vite des difficultés qu'on a traversées ou on visualise très mal celles qui vont arriver. Et donc j'aimerais revenir un peu en arrière et revenir à mars 2020. On est en pleine période du Covid. On ne sait pas ce qui nous tombe dessus. On entend que dans toute une série de villes en Italie et autres, il commence à y avoir énormément de décès. Donc remettons-nous dans le côté anxiogène. Et puis on savait très bien que les écoles allaient fermer. On ne savait pas combien de temps. Et là, ça fait écho chez moi parce que j'ai une scolarité très compliquée en étant plus jeune. Et je sais à quel point, je me suis souvenu à quel point la rupture des apprentissages, la perte du lien avec l'école est quelque chose d'extrêmement dommageable pour toute une série d'enfants. Il y a des familles où les parents allaient pallier à ça et d'autres où ça allait être compliqué. Et donc très vite, je me suis dit, en sachant que les écoles allaient fermer d'un jour à l'autre, je me suis dit, il faut qu'on garde le contact avec les enfants. J'ai réuni 4 de mes directions. On a discuté toute une série de choses et j'aurais fait la proposition suivante. Qu'est-ce que vous penseriez du fait de monter une émission télévisuelle pour garder le contact avec les enfants et pour, avec nos télés, notre télévision régionale, pour continuer à garder le contact et aussi amener des apprentissages. Et donc très vite, en moins de 48 heures,
on a mis un véritable défi avec la participation de nos télés. On a mis en place l'école à la maison, évidemment, le symbole est là, l'école à la maison. Et on a créé plus d'une cinquantaine de capsules vidéo qui constituent aujourd'hui une véritable bibliothèque virtuelle avec des enseignants, des directions d'école qui donnaient cours à la télé, comme des animateurs télé. Et l'anecdote dans tout ça, c'est que, on a relevé un défi juste incroyable de garder ce contact. 2, on a inspiré la RTBF qui a elle-même, quelques semaines après, repris sa propre émission. Et alors, quelque chose de complètement fou, c'est que notre public, c'était le public évidemment des enfants, on voulait garder le contact avec les enfants. Et on a eu toute une série de retours en nous disant... Mais votre émission, elle est suivie. Mais vous savez où elle est suivie, où les gens adorent cette émission? C'est dans les maisons de repos. Toute une série de personnes isolées qui ne voyaient plus leur famille. Ils ne voyaient vraiment plus leur famille. Il ne faut pas oublier que les familles ne pouvaient pas se rendre dans les maisons de repos. Et c'était un peu leur Madeleine de Proust. Les personnes âgées suivaient l'école à la maison et retombaient dans leur enfance. Et donc, on visait le public des enfants. Et finalement, on a eu de l'intergénérationnel. Et on a gardé aussi le contact avec les personnes âgées en maison de repos. Et donc, je trouvais cette aventure humaine juste extraordinaire. Sans le savoir, tu as créé du lien en fait. Sans le savoir, du lien. On a créé du lien. Voilà. Et alors, je terminerai juste en disant aussi que on a même été plus loin en basculant un peu ces piliers. Donc, on a invité aussi l'enseignement libre à nous rejoindre. Et donc, on a eu un animateur, un directeur d'école, monsieur Luc Louette, pour ne pas le citer, qui a rejoint notre équipe. Et donc, on a aussi cassé les frontières de ces piliers entre l'enseignement communal et officiel. Donc, c'est devenu vraiment une émission de l'enseignement, quels que soient les réseaux, en partenariat avec nos télés. Donc, je suis assez fier et assez ému quand je parle de ça, évidemment. C'est vrai que c'est intéressant de justement rencontrer les générations intergénérationnelles, pardon, parce qu'en fait, on se rend compte que les enfants développent aussi de l'empathie vis-à-vis des personnes âgées, et aussi les personnes âgées sont quand même admiratives parce que forcément il y a une histoire de nostalgie, et c'est vrai que ça pourrait être vraiment très intéressant de justement faire ce lien en fait dans la ville aussi, comme tu disais, de casser un peu les codes de on est à l'école ou alors on est à la maison, et justement de réouvrir tous ces établissements qui sont là en fait dans la ville et qui pourraient être justement un bon lien entre tout le monde. Tout à fait, ouais, je partage entièrement ce point de vue. Ouais. Et donc toi, par rapport à ton métier, est-ce que tu as une anecdote assez surprenante à nous assez surprenante, oui, à nous partager? Il y a quelques années, je me suis retrouvée... je devais avoir une classe de P5, P6 avec 24 élèves. Je le savais. Et puis, j'arrive fin août pour la réunion de rentrée. Et là, on m'apprend qu'en fait, on a eu 10 inscriptions pour ma classe. Et je me retrouve avec 34 enfants. Donc du coup, un peu panique à bord, puisque forcément, le nombre d'emplois est toujours calculé le 15 janvier, donc l'année précédente. Donc, pas question d'avoir quelque chose en plus, ou je devais assumer la classe de 34. J'étais un petit peu paniquée et en même temps en colère sur le système. Donc, je me suis dit, tant pis, je prends mon bic, je prends une feuille de papier et j'ai écrit à la ministre une lettre de 2 pages recto verso. Je souhaitais vraiment écrire une lettre et pas un mail impersonnel que j'ai envoyé par la poste, par recommandé. Et j'ai vraiment fait ça début septembre. Et c'était un peu comme une thérapie. Je m'étais déchargée, j'avais vraiment mis toutes mes pensées et toutes mes émotions dans cette lettre. Et une fois que je l'ai postée, j'ai bien mis dans ma lettre que j'avais quand même l'impression que c'était un petit peu, comme une goutte d'eau dans l'océan, une bouteille à la mer, qu'on ne me répondrait pas, mais que je restais naïve de croire que j'aurais quand même une réponse. Et donc je poste ma lettre et je l'oublie en fait. Je m'étais déchargée et puis j'avais repris le cours de ma vie avec ma classe de 34 que j'assumais, même si c'était pas facile, et donc voilà. Et début octobre, je me souviens, c'était un jeudi après-midi, en début d'après-midi, juste avant de reprendre ma classe, mon téléphone sonne. Et en fait, c'était le cabinet de la ministre, Monsieur Pétré, son conseiller, qui me téléphonait pour me dire qu'ils avaient bien reçu ma lettre, que Madame la ministre l'avait lue, qu'elle était restée un moment, sur le contenu de ma lettre, qui l'avait fait beaucoup réfléchir. Et donc, il a demandé où en était ma situation. Donc, la ville avait quand même donné un mi-temps pour l'école. On peut donner, des heures sur fonds propres.
Donc voilà, j'ai dit qu'il y avait un mi-temps qui m'était octroyé pour m'aider. Voilà, l'autre mi-temps, j'avais quand même les 34 avec moi. Et donc, ils ont donné à la ville de Tournai un budget pour donner une aide supplémentaire à l'école qui n'était pas une enseignante, mais voilà, une personne qui était avec moi en classe, qui pouvait aller à côté des enfants, les aider, m'aider quand je devais faire du matériel pédagogique pour eux. Et donc, j'étais vraiment regonflée à bloc quand j'ai eu ce coup de fil, parce que je me suis dit, mais finalement, c'est possible. Quand on dit les choses, quand on y croit, quand on déploie les moyens pour, il y a parfois des choses qui bougent et donc, voilà, ça me laisse vraiment un souvenir et je suis fière et contente d'avoir écrit, parce que les gens m'avaient un peu découragée en me disant tu sais, ça sert pas à grand chose, hein, tu te fatigues pour rien, si tu as une réponse si, j'ai eu une réponse, on m'a téléphoné personnellement. Chaque action est importante. Oui, c'est là qu'on voit qu'une petite action, même minime, et en plus on a souvent des découragements, on le connaît ça dans toutes les choses qu'on entreprend. On a beaucoup de gens qui y croient pas, mais en fait il faut avoir vraiment confiance en nous en disant mais moi j'ai envie de le faire. Moi, j'ai envie de faire bouger les choses. J'ai envie d'y croire et je le fais. Et même si ça n'a pas d'effet, même si personne n'y croit, je l'ai fait. Voilà. Mais en le faisant, en fait, on voit que ça crée un engouement, en fait, dans la démarche, en fait, elle est exceptionnelle. Et à la fin, il y a toujours, en fait, des changements. Oui. En fait, c'est ça la construction, en fait, des choses, c'est que on part d'une action. Et il va forcément arriver quelque chose. Et alors, par pudeur, elle ne va pas aller jusqu'au bout, mais je t'autorise à aller jusqu'au bout, Élodie. Et donc, cette personne est toujours à l'école, et puis c'est devenu la compagne de Monsieur Le Tulle. Voilà. Donc, j'ai un petit peu contribué. C'est notre marraine. C'est notre marraine. Voilà. D'où le fait de lien social, etc. Oui, voilà. L'importance de tout ça. Comme quoi, on est tous un petit monde, en fait. On est vraiment tous reliés. Vraiment, Et justement, maintenant, il faut ouvrir les portes et puis se reconnecter, en fait, à la nature, entre nous, entre humains. Et c'est ce qui est le plus important, je pense. Aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Et la communication, c'est vraiment super important. Je veux dire, elle a pris le temps de lire ma lettre. Ils ont agi. C'était peut-être pas grand-chose, mais ça nous a bien aidés quand même. Et voilà, c'est... C'est la base, l'action, la communication, et après, les événements s'enchaînent, en fait. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Et justement, toi, t'as fait une action, voilà. Ça s'est mis en place. Est-ce que tu as une anecdote, oh là là, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Pas vraiment, mais par contre, on a une belle surprise parce que le GRAC nous a choisi comme projet pilote pendant 1 an, mais sans nous le dire. Donc, ils nous ont suivis de loin, ils ont vu un peu comment ça évoluait, et on l'a appris après. Donc pour nous, c'est une forme de reconnaissance. Une forme de fierté, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et même vis-à-vis des enfants, comment ils le perçoivent? Bon, je pense qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire que projet pilote. Non, mais par rapport au fait que vous vous baladez comme ça tous ensemble, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tes enfants? Comment ils voient la chose? Eux, ils se disent c'est normal, on va à l'école en vélo. Voilà, c'est devenu une habitude. C'est rentré dans notre quotidien. Donc, je crois qu'on ne se pose même plus la question. On va à l'école, on prend les vélos, on rejoint tout le monde, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette particularité, par contre, quand on est avec des enfants. Je ne sais pas ce qu'on touche, mais en tout cas, c'est vrai que quand on se balade en vélo avec les enfants, il y a quand même une question de respect. Oui. Et c'est marrant parce que cette question de respect, on l'a quand on a des enfants. Ouais. Et par contre, des fois, je prends le vélo toute seule. Et là, on l'a beaucoup moins. Ouais, donc, c'est vraiment ce côté adulte à adulte. Parce qu'on le fait bien pour des enfants. Et au final, quand on est tout seul, on a l'impression qu'il y a une petite rivalité. Et je pense que c'est juste, comme tu disais, un problème de communication. Ouais. Et c'est là aussi que t'en parlais aussi, dans le fait que c'est important aussi de former, en fait, les gens à ça. Et je pense que, mais on en parlait hier, je pense qu'on est dans une génération où on n'ose plus laisser les enfants sortir. Les enfants ne vont plus dans le quartier se balader seuls. On les tient trop à la maison. Et les enfants doivent réapprendre à sortir, à se réapproprier l'espace. Mais je pense que ça prendra du temps. Ça prendra du temps, mais surtout parce que en fait, la sécurité, pour l'instant, elle est qu'à la maison.
pour les enfants, en fait. On se sent qu'en sécurité, on se sent qu'en sécurité qu'avec nos enfants à la maison. Et en fait, du coup, c'est l'inverse. On est vraiment isolés. Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la maladie de notre époque, c'est d'être isolé. On est isolé par les réseaux sociaux, on est isolé par le fait d'être dans la maison. Et donc, du coup, on a du mal, de plus en plus, on a du mal à reparler, en fait, aux gens. On a même cette peur qui nous prend le dessus en se disant qu'est-ce qu'il va penser, parce que on est vraiment dans cette attitude de au moins à la maison on sait ce qui se passe, on maîtrise tout, on est dans le contrôle, tout va bien, et dès qu'on sort on est vraiment dans le côté où l'inconnu en fait. Et je pense qu'il faut tous travailler sur nos émotions à nous et d'aller plus loin que notre peur. Et de se dire on va changer, on va montrer le changement, on va faire justement notre petite action de côté en se disant nous on en a ras-le-bol, et puis comme tu disais, une lettre, si demain elle en reçoit 10, si après-demain elle en reçoit 100, peut-être que ça fera changer les choses. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est ça le lien aussi qui est important entre le citoyen en fait, en tant que tel, qui justement est sur le terrain et qui lui doit subvenir aux besoins, aux attentes de tout le monde. Le politique qui est en fait des fois, comme tu disais, un peu désarmé parce qu'ils se disent moi je connais pas tout et j'ai besoin de personnes qui sont compétentes dans le domaine pour m'aider à justement améliorer les choses. Et je pense que c'est un peu ça qu'on doit essayer de retrouver, en tout cas je l'espère, à tourner ces villages. Tout à fait. Parce qu'on l'essaie, effectivement. On va parler maintenant d'une rue qui a parlé beaucoup d'elle. Donc on va plus maintenant se retrouver sur la mobilité. Voilà, en fait, Jean-François, je vais te resituer un petit peu, mais si je te dis la rue Saint-Martin à Tournai, est-ce que ça te dit quelque chose ? Pas du tout. C'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas des choses. Et donc, on va un peu resituer de où on est parti et puis qu'est-ce qu'on a conclu pour cette rue. Alors, la rue Saint-Martin, effectivement, tout le monde en parle. On utilise ce symbole pour dire tout ce qui ne va pas à Tournai, en s'en référant toujours à « oui, mais la rue Saint-Martin ». Et donc, effectivement, la rue Saint-Martin est un véritable problème de par son état. Effectivement, c'est cette majorité-ci qui aura apporté la réponse, les moyens pour refaire la rue Saint-Martin. Alors, à un moment où je vous parle, les travaux auraient déjà dû être en bonne partie réalisés. Il faut savoir que par rapport aux charrois qui circulent au niveau de la rue Saint-Martin, charrois extrêmement important, il était recommandé par nos ingénieurs d'éviter les pavés tels qu'ils existent aujourd'hui. Ce qui, en somme, m'arrangeait aussi par rapport à la mobilité douce des piétons, des cyclistes et des personnes à mobilité réduite. Et donc, on avait rentré un projet avec du béton désactivé, avec des trottoirs beaucoup plus importants, qui permettaient d'avoir un revêtement solide, durable, et qui permettait de garder les flux à double sens. Donc, tous les usagers pour ce projet étaient justement s'y retrouvaient, quoi. Oui, tous les usagers s'y retrouvaient. Et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu effectivement une intervention politique. Le ministre qui est, je vais pas dire sorti de son rôle, mais qui est tout d'un coup s'est très très fortement intéressé à la rue Saint-Martin, probablement bien aiguillé ou pistonné par des gens de la même couleur politique que lui au niveau tournaisien. Puis Bardaf, notre permis n'est pas délivré. Le ministre s'y oppose et souhaite privilégier les pavés. Alors moi, tout le débat, pavé, pas pavé, finalement, ma seule préoccupation, ce qui me concernait, c'était la place des piétons, des cyclistes. Mais avec quand même une vision très réaliste en se disant, attention, la recommandation elle est très claire. Si on met des pavés, avec le flux actuel, on risque de devoir faire des interventions très souvent, donc tous les 5 ans plus ou moins. Vous voyez un peu la longueur de la rue Saint-Martin, que pour la garder en bon état. Donc soit on dit oui au pavé, mais à ce moment-là, on met la rue Saint-Martin à sens unique, soit, on la maintient à double sens, mais il faudrait utiliser l'argent public à échéance régulière, tous les 5-6 ans, pour refaire des portions de la rue Saint-Martin, si on veut privilégier les pavés. Et justement, par rapport au fait que vous vouliez privilégier les pavés, est-ce que justement c'était un intérêt pour les piétons, pour garder justement ce côté patrimoine
qui était quand même assez important. Mais justement, il y a les cyclistes aussi, qui ont leur importance aussi, et les voitures. Alors, par rapport à ça, il faut justement qu'il y ait un équilibre. Est-ce que d'ailleurs, par rapport à ce projet-là, est-ce qu'il y a eu un comité de quartier qui a pu être mis en place, ou c'était vraiment trop d'un coup? Non, c'était trop conséquent, et puis il y a évidemment tout ce qui est enquête publique et toute la dimension participative autour d'une enquête publique, hein. Et je ne suis pas forcément contre le pavé. Je trouve que le pavé a son charme, et donc je peux même entendre le point de vue de certains qui souhaitaient privilégier le pavé. Mais il y a une réalité, c'est que si on veut aller au bout de cette logique, ok pour les pavés, mais alors il faut être courageux, il faut interdire la circulation d'un côté ou de l'autre. La décision n'a pas été prise pour cette interdiction. Elle devra peut-être l'être par la prochaine majorité. Ça sera une responsabilité de la prochaine majorité. Et si elle ne le fait pas, si la prochaine majorité ne le fait pas, eh bien, elle devra prendre la responsabilité de refaire, tous les 5-6 ans, la rue Saint-Martin, ce qui coûtera très cher en termes d'argent public. Donc pour moi, c'était pas un choix rationnel que d'opter pour ça. Et puis, aussi, par rapport aux cyclistes, le fait de privilégier les pavés, on avait un gros problème. Donc, voulant quand même défendre la cause qui est un peu la mienne, je suis aussi l'échevin de la mobilité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes, je me suis dit, ok, les pavés nous sont imposés, mais à minima, je souhaite que les cyclistes puissent s'y retrouver. Et donc, on va implémenter une bande cyclable telle que celle qui existe au niveau de la rue Royale sur la rue Saint-Martin pour pouvoir permettre le transit des cyclistes. Parce qu'en effet, c'est quand même 90% de la rue qui sera en pavé. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est une artère assez importante, hein. Mais voilà, c'est la décision qui a été prise, un peu contraint et forcé. C'était pas le choix premier de l'exécutif au niveau communal. On prend bonne note. Non, la prochaine majorité devra assumer ce choix, notamment en termes de coûts. Plus conséquent en termes d'argent public. Et puis aussi, il faut dire que les travaux dureront aussi plus longtemps. Effectivement, un pavage met beaucoup plus de temps à être réalisé. Et beaucoup plus d'argent aussi. Beaucoup plus d'argent aussi. Donc voilà, ceux qui ont gagné, qui ont fait ce choix de pavé, qui ont milité pour, je vise une famille politique bien précise à Tournai, très bien, mais il y aura des conséquences. Et justement, par rapport aux conséquences, est-ce qu'on joue, au niveau politique, est-ce que ça joue pas justement sur le fait que l'un, en fait, joue sur une image complètement pour se donner une bonne vision? Et j'ai l'impression que beaucoup d'hommes politiques montrent ce côté de pas prendre ses responsabilités, mais juste montrer la bonne image. Ouais, et du coup, il y a un côté un peu de communication de fake news, en fait, beaucoup par rapport à ça. Ou alors surfer carrément sur le fait de juste tout le monde en parle, donc je suis là et je suis présent. Mais au-delà de ça, au niveau des responsabilités, il n'y a pas une question sur le long terme de ce que ça va coûter. Oui, tout à fait. Mais oui, en fait, cet exemple est vraiment très symbolique d'un espèce de clivage entre les conservateurs et les progressistes. Le Tournai, c'était mieux avant. Mais c'est un peu ça, hein, avec le pavé, c'est mieux avant, c'est le Tournai médiéval, etc., etc. Et oui, sauf qu'il y a une vision progressiste aussi qui prend en considération le fait que les flux d'il y a des années 70 ne sont pas ceux qu'on connaît en 2024, les flux automobiles, et les défis à relever, donc une ville apaisée, avec moins de rejet carbone, etc., etc., nous pousse à effectivement faire en sorte de mieux partager l'espace public. Et donc on est vraiment dans ce sujet de la rue Saint-Martin à un moment clé, charnière, un clivage entre une vision plus progressiste, réaliste et connectée aux enjeux de demain, et une vision un peu plus romantique, le Tournai d'avant et conservatrice. Et donc c'est vraiment une fracture idéologique qui s'est matérialisée à travers tout ce débat autour de la rue Saint-Martin. En sachant aussi que les chutes en vélo, la plupart des chutes en vélo sont faites tout seul, en fait, juste par l'infrastructure qui n'est pas adaptée, plutôt que des collisions avec les voitures, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important, pour moi, qu'un échevin, en fait, il prend son vélo et qui va sur les pavés et qui va bien se rendre compte que il peut se casser la gueule. D'accord. Ça ne rate pas. Et en fait, c'est ça qu'un peu ce qui est important, on le répète, mais c'est le terrain, parce qu'en fait, nous, on le voit avec nos enfants, les pavés, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Alors, c'est comme tu dis, maintenant, il faut respecter une espèce d'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut garder des choses qui sont authentiques et tout ça, mais il faut savoir s'adapter. Tout à fait. Et je pense que c'est un peu ça
qui est important de demander aujourd'hui et de changer. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Les solutions existent. La rue Royale, c'est magnifique. C'est tout à fait réussi. Ouais, on a gardé les pavés et pourtant les cyclistes ont leur bande plate. Donc, on sait tout à fait concilier l'ancien et l'actuel. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de communication aussi qui manque aussi, parce que par rapport, je voyais par rapport à mes enfants, par exemple, c'est vrai quand on va dans des villes plutôt nordiques, il suffit de dire suis la couleur et c'est parti, quoi. Et en fait, l'enfant, il y a même nous déjà, on est beaucoup plus apaisés. Et comme on sait que les enfants sont très reliés par rapport à nos émotions, du coup, nous, on est moins stressés, les enfants sont moins stressés, et voilà, ça roule, quoi. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Mais voilà, et en fait, c'est vrai que, moi, je rêve à tourner de ça, de me dire à mon enfant, tu vois la couleur là, celui-là. Ouais, mais oui. Et voilà, c'est un peu mais c'est vrai que c'est important de se dire à un moment donné, il faut une cohérence. En tout cas, c'est ce qui est, je pense, à long terme, et les petits pas pour les politiques, les actions pour les citoyens, je pense que ça devrait aller bien. C'est une action commune, très clairement. Je dis toujours, en matière de mobilité, on a été très actifs. On a fait que j'étais les bases d'une politique qui doit encore se déployer. Il y a encore énormément à faire. Je veux dire, les fondations sont là. Il y a encore toute une série de projets qui vont sortir d'ici 2-3 ans, qu'on a semés sous cette législature. Donc les fondations seront là. Mais on est quand même sur le plus gros territoire de Belgique. L'objectif doit aussi être de connecter les villages, d'avoir aussi... on a eu, il y a eu toute une série de réflexions, que ce soit à La Main, la place de Templeuve, Mont-Saint-Aubert, mais il y a 29 villages et un centre-ville, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut pouvoir créer une politique de mobilité globale qui permette aussi des gens de Timouji de suivre le code couleur. Je reprends ton expression, pour se rendre à Beclay ou dans un autre endroit du centre-ville, en sécurité, évidemment. Nous arrivons à la fin de ce podcast, Le Pont des Communs. Alors, juste pour savoir, est-ce que tu as un petit scoop comme ça à nous partager avant la fin? J'ai un petit scoop pour le Pont des Communs. Alors, ce petit scoop, je vais vous le présenter. C'est une première, en sachant que je suis bien conscient, il faut rester humble, il y a encore énormément de travail. Mais on a été quand même actifs durant cette législature. On a eu la reconnaissance du GRAC. On est quand même la ville de plus de 50 000 habitants, la plus dynamique en termes de mobilité cyclable. Attention qu'on est tous en échec en Wallonie. Donc, quand je dis il faut rester humble, encore énormément de travail. On a eu aussi, en 2022, la première basket. Donc c'est le gouvernement wallon, LSBL Tous à Pied, qui nous a octroyé la première basket sur 4. Donc ça veut dire qu'on reconnaît que Tournai est en train de bouger en termes de mobilité piétonne. On a eu le Piéton Award en 2023 par rapport au Pont des Trous, aux abords des Ponts des Trous, avec toute cette dynamique participative et ce cheminement qui est juste extraordinaire. Et c'est tout frais. On a eu une nouvelle reconnaissance qui vient de tomber, signe que le travail est déjà bien entamé, mais n'est pas encore fini. On a eu la deuxième basket d'or pour la commune piétonne. Donc voilà, on est à 2 baskets. Il y a encore du travail. Tout n'est pas fini. J'ai encore moi-même beaucoup de lieux ou d'endroits qui mériteraient notre attention et sur lesquels on doit travailler. Ben voilà, on termine cette législature avec une deuxième basket, quand même signe d'un certain dynamisme. Et il faut que ça continue, évidemment. Il y a encore du travail. En 6 ans, c'est déjà pas mal d'avoir 2 baskets quand même. C'est déjà pas mal d'avoir 2 baskets. Et c'est plus facile pour se déplacer d'avoir 2 baskets. Voilà, c'est bon, tu les as. Vous les avez, c'est bon. Donc ensuite, on va passer on va clôturer en fait. Je pense qu'on a un petit peu vu sur la mobilité, sur l'enseignement, on a un petit peu vu ce que tout le monde pensait. Il y a encore du travail, c'est sûr. Oui. Nous, on va essayer en tant que, je pense, citoyen de faire bouger les choses, et je l'espère. En tout cas, chaque citoyen a le pouvoir de le faire. Et puis après, les politiques, il y a aussi une dynamique de revenir sur le lien social. Donc normalement, ça devrait aller. S'il y a plus de lien social, on arrive vers des projets, et puis tout fonctionne, et puis on a une ville dynamique avec plus d'inclusion. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut mieux tendre, plutôt que justement une ville où on est tous cloîtrés chez soi, et puis avec le manque de confiance en soi, etc. et tout ce qui passe derrière. Donc justement, faut y croire. Je pense voilà, il faut y croire, faut s'affirmer, faut ne pas avoir peur, justement, passer au-delà de la peur. Comme tu dis, j'en avais tellement marre que
Au final, je l'ai fait. Ouais, Et je pense que c'est important. Ah ouais, c'était libérateur. Voilà. Mais il faut se libérer. Voilà, Ouais, c'est un peu c'est ça. Il faut se libérer de tous ces cloisonnements, justement, je pense. Avec ce débat, j'ai envie de poser une question assez simple et assez pertinente. Sommes-nous prêts à saisir cette opportunité de transformer l'avenir de Tournai et ses villages ? En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire partager dans ce podcast et que j'espère que chacun, on prendra nos initiatives et se dire, à notre échelle, on va faire bouger les choses. Et je pense que ça fera que du positif. Parce que je pense que du positif, il y en faut. Et on est prêt. Jean-François, Élodie et Léonie, merci. Merci à Merci toi. à toi. Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère vous voir dans le Pont des Communs pour continuer ensemble à repenser Tournai, sa ville et ses villages. À très bientôt.